L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Witfoot, éco-aventurier, cofondateur de Climate Workout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2022 avec Audrey Borowski. Alors je disais dans les titres, mix entre Koh-Lanta et la fresque du climat, c'est ça, ça ressemble à quoi ces ateliers? C'est une fusion un peu amusante avec l'idée derrière de sensibiliser mais en s'amusant. Et c'est vraiment l'idée de déculpabiliser, rendre sexy un peu l'écologie et ce pari un peu fou d'allier exercice physique, émulsion collective, avec sensibilisation aux enjeux climatiques. Donc on aime dire qu'il y a un peu cette fusion qui sont un peu nos deux inspirations dans le fond. Mais l'enjeu, c'est en 1h30, avec un atelier assez simple, animé par un coach, de pouvoir en ressortir avec les grands ordres de grandeur sur la mobilité, l'alimentation, le bilan carbone et le passage à l'action. Oui, évidemment, c'est aussi transformer celles et ceux qui participent à ces ateliers en ambassadeurs et en acteurs, en actrices. Il y a quoi comme épreuve? Épreuve entre guillemets, comme par exemple, activité physique. Je sais pas. Il y a 6 épreuves, il y a 6 temps forts. Un des temps forts, c'est ce qu'on appelle le carbone squat. Okay. Donc là, il faut imaginer, il y a 4 ou 5 équipes. Voilà, l'équipe des bleus, l'équipe des roses, l'équipe des jaunes. Et là, on dit quel est le bilan moyen carbone le bilan moyen carbone d'un Français en 2022. Et vous me donnez la réponse en squat. Donc là, ils réfléchissent entre eux, ils sont par équipe de 3-4. Alors moi, je pense que c'est 7, moi, je pense que c'est 8. Et là, on fait les squats tous ensemble et vous vous arrêtez au chiffre qui est le bon pour vous. Ce qui est un bon moyen de mémoriser. Exactement. Parce qu'on l'associe à une émotion, à un effort, c'est ça? Exactement. En fait, vous avez tout compris. Le but, c'est créer de l'émotion et ancrer les connaissances à travers l'effort. Donc, il y en a qui se sont trompés. On réalise que c'est 9 ou 10 tonnes et finalement, on refait le chiffre tous ensemble pour ancrer les connaissances et on va comme ça poser plusieurs questions de plus en plus difficiles pour essayer d'affiner les connaissances et de faire en sorte qu'on mémorise derrière. Qui sont vos clients? Qui participent à ces ateliers de Climate Workout? Alors, on a lancé le Climate Workout il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours même officiellement, mais on a pu tester une trentaine de fois avant de le faire et on a pu tester autant au ministère des Finances, au ministère des Sports. Donc, imaginez faire des burpees au ministère des Sports, j'aurais jamais cru. Mais pourtant, ça a marché. Dans les fédérations sportives, la Fédération du sport pour tous, et bien sûr dans des entreprises. Et par ailleurs, on a aussi une branche un peu plus académique où on va en fait dans des collèges, dans des lycées, essayer de sensibiliser. Alors, je vous pose cette question parce que qui dit épreuve physique dit adaptation. Forcément, vous mettez pas le curseur au même niveau en fonction du public qui participe. Exactement. En fait, chaque coach a la possibilité dans son échauffement de jauger un peu l'appétence physique de l'audience. Donc, est-ce qu'on va partir plutôt sur des burpees? Est-ce qu'on va partir plutôt sur des squats? Ou est-ce qu'au contraire, ça va plutôt être des exercices de mobilité parce qu'il y a des personnes à mobilité réduite ou des personnes plus âgées? Vos coachs, ils sont salariés de Climate Workout, ils peuvent participer. Comment ça fonctionne en fait? Nos coachs, ils sont indépendants. D'accord. Et en fait, pour nous, on les sélectionne, c'est des bons pédagogues. Ils ont une maturité sur l'environnement qui est suffisamment forte et ils ont un passé sportif très intéressant. Et donc, on va retrouver autant Armelle Courtois, qui est vice-championne du monde de Sky Speed, qu'on va retrouver Eddy, qui a créé un média qui s'appelle Écolosport. On va retrouver des gens très différents, mais finalement avec cet ADN commune de mêler sport et écologie. Et le modèle économique, c'est quoi? C'est une licence? Ils achètent une licence, ils reversent une partie des montants payés par l'entreprise, par exemple? Comment Exactement, il faut une prestation pour une entreprise, disons. Et derrière, ils reversent une partie de la rémunération à la structure Climate Workout. Et par ailleurs, ils sont obligés tous les 5 ateliers de faire un atelier bénévole pour rassurer qu'en fait, notre objectif premier, c'est de sensibiliser. C'est pas de faire de l'argent. Alors oui, c'est d'être un complément de finances, mais c'est d'abord et avant tout de sensibiliser. Le fait d'être dans une année olympique en France, c'est évidemment, c'est rentré dans votre réflexion au moment de créer cette entreprise. On est au bon moment pour faire du sport et faire du sport intelligemment? Exactement, mais en fait, l'idée, elle revient même il y a un peu plus d'1 an, en fait. À un moment où je devais sensibiliser des athlètes de haut niveau sur les enjeux climatiques. Et on m'a demandé juste avant, c'était avec les étoiles du sport, on m'a demandé avant, est-ce que tu peux animer, Mathieu, un échauffement musculaire, un réveil musculaire pour les athlètes? Donc, voilà que c'était en Normandie, sur la plage. J'organise un espèce de Koh-Lanta. Donc, l'équipe qui perd va se baigner. Elle était à 10 degrés. L'équipe qui perd va se baigner. Et puis là, je sens une sorte d'énergie qui est absolument extraordinaire entre tous ces athlètes, dès qu'on met un peu de compétition, un peu de jeu et un enjeu derrière. Et juste après,
j'ai 3 heures de formation sur l'écologie avec ces athlètes. Et autant ils étaient très intéressés, autant c'est impossible d'avoir ce niveau d'énergie comparé avec le réveil musculaire. Donc l'idée est venue de faire cette fusion à ce moment-là. Et depuis, il y a eu tout un cheminement, effectivement, pour arriver à maturité cette année, en 2024. Oui. Parce qu'en plus, vous êtes soutenu par le fonds de dotation Impact 2024, qui est créé par le comité d'organisation des Jeux de Paris. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Je crois que vous avez pu financer des livrables pédagogiques. C'est quoi ça? De quoi on Alors parle? Exactement, ça c'était sur un autre projet, avec mon autre association qui s'appelle Swim for Change. Et là, on fait des défis pour parler d'écologie. Et dans ce cadre-là, Impact 2024 nous a beaucoup soutenus pour créer des livrables pédagogiques. Donc par exemple, un documentaire qu'on a créé sur notre descente de la Seine à la nage pour parler de la pollution des mégots. Ça fait partie des défis que vous avez relevés comme éco-aventurier. Exactement. Et donc là, on a créé un documentaire. Et ce documentaire qui dure 30 minutes, on est allé ensuite dans des écoles, dans des festivals, partager notre histoire, et encore une fois de façon inspirante. Éco-aventurier, ça veut dire quoi? Éco-aventurier. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, quoi? Je l'imagine bien, mais j'ai bien envie de l'entendre avec vos mots à vous. Pour moi, c'est un média éphémère qui prend une thématique écologique et qui a envie de la médiatiser. Donc les mégots de cigarettes, prenons cet exemple. Si moi j'arrive dans la rue et que je collecte des mégots, pas grand monde va en parler. Si demain je décide de descendre la Seine à la nage, 380 km, et de réaliser le record du monde de collecte de mégots, et à ce moment-là, ça va un petit peu plus interpeller. Et donc, je vais être dans mon rôle de dire, mon problème, c'est que les gens, ils jettent leurs mégots par terre. C'est à peu près 40 000 mégots par minute en France qui finissent par terre. Ma mission, c'est que la prochaine fois qu'ils le jettent par terre, ils pensent à cette petite histoire, à cette petite aventure, et que ça les interpelle et qu'ils changent leur comportement. Et justement, profitons-en pour faire passer le message. Pourquoi c'est important de ne pas jeter les mégots n'importe où? Ça représente quoi un mégot? Parce qu'on se dit c'est tout petit, c'est rien du tout, ça pollue pas tant que ça. Qu'est-ce que ça représente en fait? Alors, je suis très content qu'on aborde ce sujet. Merci Thomas. Le mégot, c'est une bombe toxique. Il y a à peu près 2000 polluants chimiques dans chaque mégot. Et moi, ce qui me parle en tant que nageur, c'est que quand on met un mégot dans une bouteille avec un poisson, au bout de 2 jours, le poisson il meurt. Donc imaginez ça à la vitesse de 40 000 mégots par minute qui finissent par terre. C'est peut-être le plus grand désherbant qui existe en France. C'est une véritable bombe toxique. Et c'est pour ça que le petit geste de juste le jeter à la poubelle fait déjà une grande partie du chemin qu'on doit faire. Je voudrais qu'on parle. Il y a un autre défi, moi, qui m'avait frappé. C'est parce qu'en plus, il nous fait voyager. On va sur le lac Titicaca entre le Pérou et la Bolivie, traverser avec Théo Curin et Malia Metella. Vous étiez bien accompagnés en autonomie. Alors, ça consistait en quoi ce défi? Et puis d'abord, il est vaste. À quel point est-il vaste ce lac? Alors ça, Thomas, ce défi, c'est, je sais pas, dans ma vie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Faut imaginer nager 110 km sur 10 jours en tirant un bateau de 400 kg. L'idée, elle vient pas de moi, je vous rassure, elle vient de Théo Curin. Théo, un jour, m'appelle avec son agent Anne Bayard et ils me disent, Mathieu, est-ce que tu voudrais faire un défi un peu fou, traverser le lac Titicaca? J'étais le seul à y être vraiment allé. Donc je connaissais un petit peu les difficultés. Une eau à 12 degrés, une altitude à 3800 mètres, donc ça veut dire 40% moins d'oxygène. Et puis derrière, il n'avait pas raconté cette histoire de bateau, parce que tirer 400 kilos à la nage, c'est quand même pas facile. Heureusement, vous l'avez dit, j'étais bien entouré. Théo Curin, vice-champion, champion paralympique. Et puis Malia Metella, vice-championne olympique. Donc c'était quoi? C'était un relais de nage. Et dans le bateau que vous tiriez derrière vous, il y avait de quoi se restaurer. C'était en autonomie. J'ai bien compris le principe. Et donc, vous alliez vous reposer pendant qu'un autre tirait le bateau? Comment ça se passait? C'est ça? C'était ça. On avait comme une tente de toit qu'on dépliait et dans lequel on allait dormir, on allait préparer à manger, on allait se reposer, préparer ce qu'il fallait préparer et se relayer en fait pendant ces 10 jours pour arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et maintenant que vous nous avez fait arriver avec ce défi, pourquoi? Là, on est vraiment dans cette éco-aventure qui a une mission d'information. C'était pour sensibiliser sur quoi? Alors là, on a fait un travail assez remarquable avec des communautés locales. Et l'idée, pendant 6 mois, ça a été de demander à des femmes leaders dans des communautés, de quoi est-ce que vous avez besoin? Donc on s'est appuyé sur des associations. Et le besoin numéro 1 qui est ressorti, c'est on a besoin de montrer la pollution du lac et de réduire les déchets plastiques. Principalement de 2 sources, qui sont les 2 grosses îles, l'île du Soleil et l'île de la Lune, facile, sur lesquelles les déchets sont brûlés directement sur place. Donc nous, on voudrait un bateau poubelle qui puisse, au lieu de brûler les déchets, les récupérer
les ramener sur la berge et qu'ils soient traités comme les autres déchets. Donc nous, on a financé en fait ce bateau poubelle et en même temps, il fait bateau urgence pour permettre à des gens qui tombent malades sur ces îles de pouvoir revenir. Et en tout cas, moi, je suis hyper fier. Le bateau est encore sur place et notre bateau avec lequel on a traversé, il est encore sur place pour faire des analyses de la qualité de l'eau. Et ben voilà, merci beaucoup Mathieu Wittfoot et à bientôt sur Bismart. Bon prochain défi, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. On passe à notre débat, il sera question encore de sensibilisation à ces enjeux climatiques.